Ces scènes cinglantes et tumultueuses de rayons depuis 10 ou 8 mois et le ridicule succès que le gouvernement avait obtenu dans le faubourg Saint-Antoine lui persuadait que la force armée ferait réponse à tout. Les États généraux étaient déjà rassemblés à Versailles, demandés par le Parlement, qui voulait envahir la cour et s'en venger par les ministres qui ne savions plus donner de la tête et par la majorité de la nation justement mécontente d'un gouvernement inhabile et peut-être aussi ennuyé de l'uniformité de son repos. Les États généraux sentiront promptement que la marche et les préjugés de la cour seraient un invincible obstacle à la réparation du mal. Ils voleront un système de gouvernement dans lequel la nation fut comptée pour beaucoup et les privilégiés à peu près pour rien. Monsieur Necker, financier habile, philosophe et citoyen, né d'une république, les encouragea. Mais le roi, cédant aux représentations de ses courtisans, et à son réflexion secrète, chassa ses ministres. Cette nouvelle arriva brusquement à Paris le 12 juillet, au moment où tous les habitants étaient dispersés dans les promenades. Elle jeta la confusion et la douleur partout, et bientôt les bustes de M. Necker et du duc d'Orléans sont promenés en triomphe dans les rues. Des orateurs se font tribune dans les jardins du palais royal et attirant autour d'eux la foule. Tout est perdu, disaient-ils. Les États généraux vont être dissous. Vos plus zélés défenseurs sont déjà forcés de fuir, et vous allez tomber sous l'intolérable fardeau d'impôts accablants et sous les sanguinaires caprices d'un affreux despotisme. Ces discours produisiront une agitation que la présence des troupes suisses contribua beaucoup à augmenter. Le gouvernement voulut se servir du régiment les gardes pour dissiper ce qu'on appelait des séditieux. Les soldats repousseront leurs officiers et se rangeront du côté du peuple. Quelques escadrons du régiment royal allemand se présenteront. On les siffla, ils voleront charger la foule. On leur tirera des coups de fusil. Et les Suisses campés dans les champs de Mars feront éloigner la populace chauffée jusqu'à la fureur. Se roi contre ses ennemis naturels, les employés de la ferme générale furent obligés de se cacher et le feu fut mis aux barrières. Au milieu de ce désordre, une rumeur vague et d'autant plus effrayante qu'elle était moins constatée, répandit partout qui des brigands s'approchant pour saccager la ville. C'était au moins une plaisanterie de bien mauvais goût. Mais ceux qui le feront jugeront bien le Parisien et n'y mettront pas plus de façon. Effectivement, la bourgeoisie qui était restée spectatrice paisible de tous les tumultes se meut fin. Et le 14 juillet, plus de 200 000 hommes s'étaient armés de tout ce qui leur était tombé sous la main. La nouvelle de ce soulèvement général épouvanta la cour et toutes les troupes d'élite disparuront des environs de la capitale. Enfin, le soleil éclaire. Le 14e jour de juillet, époque jamais fameuse, un régime mémorable dans les faces de la France, et que tous les peuples seront obligés de consigner dans leurs annales. Quel est celui d'entre eux dont l'existence politique et civile n'a pas été puissamment modifiée par la Révolution? La populace avait poursuivi l'aiguille. Les commis et les mouchards, c'était tout simple. Mais comment une immense population peut-elle croire que la prise de la Bastille était attachée à sa destinée
Et comment se perçoit-elle avoir tout vaincu quand elles sont fut rendues maîtresses? La forteresse de la Bastille avait été construite sous le règne de Charles V, à une époque où les armes à feu étaient à peine connues. Sa situation hors de la porte Saint-Antoine annonçait ainsi que le roi Charles V ne pouvait avoir les projets de son servir pour contenir la capitale. Il voulait, disait-on, y placer ses trésors, mais la distribution antérieure prévoyant qu'on avait un peu beau de faire une prison d'État. Cette prétendue forteresse s'est composée de 5 tours, élevées de 120 pieds environ, liées entre elles par des hautes et fortes murailles, et entourées des larges et profondes fossés. Son entrée était protégée par des ponts-levis et au 14 juillet, elle était commandée par un gouverneur et défendue par une soixantaine de Suisses vétérans. Quelques vieux canons d'un faible calibre étaient établis sur les terrasses des tours. Cet appareil n'était pas bien formidable, mais une crainte qui tenait de la superstition était établie parmi le peuple. On aurait compté des aventures merveilleuses. Depuis des siècles, elle avait renfermé dans son enceinte inconnue les plus nobles victimes du despotisme. Quelques prisonniers qui avions été assez heureux pour une sortir en avions publié des détails épouvantables. Ces formidables tours, ces sentinelles vigilantes qui ne permettaient à qui que ce soit de jeter en passant un coup d'œil furtif. Ces gardiens nombreux effrayants par leur regard, plus effrayants par leur silence, tout inspirait la terreur ou irriter la curiosité. Cependant, cette prison d'État n'était pas dangereuse pour le peuple. Elle n'était destinée que pour les personnes considérables par la naissance et pour les gens de lettres qui s'avisaient de déplaire au ministère. Mais au besoin de satisfaire sa curiosité se joignait aussi le sentiment de noble instinct pour les victimes nombreuses qu'on supposait y être renfermées, et toute la population de Paris voulut s'emparer de la Bastille. Une quantité considérable de fusils et quelques canons étaient renfermés à l'hôtel des Invalides. On les indiqua la multitude qui s'en empara et courut au pied des murailles de la forteresse, saillant les gardes françaises à sa tête. On tira quelques coups de canon qui ne firent pas grand mal aux murailles. Le gouverneur y répondit par quelques boulets qui se perdiront dans la rue Saint-Antoine. La terreur et bientôt la rage furent au comble. Le gouverneur n'avait ni munitions, ni troupes suffisantes, pas même des ordres précis pour se défendre. Il fit dit-on viser le pont-levis pour recevoir une députation de patriotes qui venaient lui proposer de se rendre. Le depuis général, qui faisait partie de cette députation, m'a raconté qu'en entrant dans la cuve du gouverneur, ses camarades lui feront accueillir par des coups de fusil. Le gouverneur fut arrêté bientôt après le major suisse et Bastille fut prise. Ces 2 officiers furent entraînés jusqu'à la place de grève, accablés des coups et des malédictions. J'étais sur cette place avec l'informe bataillon de mon district. L'infortuné major passa devant nos rangs. C'était un homme d'une taille élevée, d'une figure vénérable. 2 forcenés les tenions à la gorge et s'écriaient « Voilà le scélérat !» Ce malheureux cherchait cependant à faire encore bonne contenance, mais la terreur et l'agonie étaient peintes sur son visage. À quelques pas de là, nous entendîmes une explosion d'armes à feu. C'était un coup de pistolet qui venait de terminer ces angoisses. C'est un affreux spectacle, mais donnant peu la licence du peuple, une horreur et un dégoût qui ne se sont jamais affaiblis.
et les scènes que je raconterai plus loin n'ont pas peu contribué à les augmenter.